Voici l'île de Pâques, berceau des célèbres statues de tête, les moai. Chaque statue moai est en quelque sorte une pierre tombale. Mais avec une particularité, elle veille. Elle veille depuis des siècles. Des géants de pierre imposants contemplent silencieusement le Pacifique. Dos à la mer, ils semblent protéger l'île d'un danger intérieur. Les moai de l'île de Pâques ont longtemps été une énigme. Leur origine et leur signification sont nimbées de mystères. Mais aujourd'hui, de nouvelles découvertes scientifiques commencent enfin à percer leurs secrets. Ce qu'elles révèlent est non seulement fascinant, mais aussi profondément troublant. Ces statues antiques n'étaient pas de simples symboles, mais des avertissements. La découverte qui a bouleversé l'archéologie depuis plus d'un siècle, les statues moai de l'île de Pâques sont perçues comme les témoins muets d'un effondrement culturel. Vestiges impressionnants d'une civilisation disparue, elles ne seraient guère plus que des têtes de pierre surdimensionnées plantées dans la terre. Bienvenue sur l'île de Pâques, berceau des célèbres statues de tête mouais. Cette perception a commencé à s'estomper au début des années 2010. Lorsque des archéologues ont fait une découverte étonnante, la plupart des moai possèdent en réalité des corps entiers enfouis sous la surface, certains s'enfonçant à plus de 9 mètres de profondeur. Si cette révélation a suffi à stimuler l'imagination du public, ce n'était que le début. Ces 5 dernières années, une nouvelle vague de fouilles a mis au jour une strate historique bien plus sombre et étrange, enfouie sous la surface. Une strate qui a même ébranlé les archéologues les plus chevronnés. En 2023, une équipe multinationale de scientifiques et de chercheurs est retournée à Rapa Nui sur l'île de Pâques, munie d'outils plus performants et d'une nouvelle théorie controversée. Les moai seraient plus que de simples monuments. Il s'agirait de structures artificielles. Concentrant leurs efforts sur les pentes orientales de la carrière de Rano Raraku, l'équipe a découvert un réseau de chambres souterraines creusées dans la roche volcanique directement sous certaines des plus grandes statues. Ces structures n'étaient pas n'étaient pas des formations naturelles. Elles portaient les marques d'une construction délibérée, des supports de tunnels en basalte, des escaliers de pierre descendant dans l'obscurité et des murs grossièrement renforcés. Certaines chambres semblaient avoir une fonction cérémonielle, avec des figurines d'obsidienne disposées en cercle, des vestiges calcinés de structures en bois et de profondes fosses étroites menant plus loin sous terre. Le plus choquant était l'absence de tout document écrit ou de toute tradition orale décrivant ces structures. C'était comme si toute cette strate du passé de l'île avait été intentionnellement oubliée ou délibérément enfouie. Les échantillons de sol prélevés sur ces sites ont révélé une histoire encore plus troublante. L'analyse chimique a montré des niveaux anormalement élevés de phosphate et de métaux lourds, généralement associés à la décomposition de matières organiques, et notamment de restes humains. Des ossements fragmentés, notamment des côtes des fémurs et des mâchoires, ont été mis au jour juste sous les fondations de plusieurs mausolées dispersés et brûlés. Nombre d'entre eux portaient des traces de traumatisme contondants. Certains présentaient des marques de coupure et d'autres semblaient avoir été exposés à une chaleur intense, peut-être lors d'une crémation ou d'un rituel par le feu. Mais leur disposition suggérait quelque chose de plus qu'une simple inhumation. Il ne s'agissait pas de tombe, mais de sépulture. Il n'y avait aucune stèle funéraire, aucun signe de respect. Au contraire, les indices laissaient présager une mort violente. Ici, la mort était fonctionnelle, intentionnelle, peut-être sacrificielle. Une découverte en particulier a rendu la situation encore plus troublante. Sous le moai appelé Otouter, l'équipe a mis au jour une mâchoire humaine partiellement soudée, incrustée directement dans la pierre volcanique. L'analyse géologique a révélé que la pierre avait été soumise à une chaleur extrême après sa mise en place, suggérant qu'un feu de haute température avait été allumé intentionnellement à cet endroit précis. L'implication était macabre. Soit la mâchoire avait été incrustée dans la roche lors d'un rituel, soit elle y était restée piégée lors d'une catastrophe. Dans les deux cas, ce n'était pas un accident. Quelqu'un voulait que cette mâchoire et son propriétaire restent à jamais prisonniers. Plus troublantes encore étaient les anomalies acoustiques enregistrées dans ces chambres souterraines. En cartographiant l'un des passages les plus profonds sous un ensemble de statues sur la crête ouest de l'île, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'étrange, un bourdonnement persistant à basse fréquence qui s'intensifiait à mesure qu'il descendait. Ce bourdonnement n'était pas d'origine mécanique.
et ne correspondait à aucune résonance naturelle connue de la géologie environnante. Les ingénieurs du son chargés de l'enquête l'ont décrit comme un son subsonique, structuré une fréquence plus ressentie qu'entendue. Il vibrait dans la poitrine jusque dans les os. Un chercheur a comparé cette sensation à celle de se trouver en présence d'une machine endormie ou d'un être vivant. Ces mêmes chambres présentaient également une étrange absence d'écho naturel, comme si le son était absorbé par les parois. On ignore encore s'il s'agissait de caractéristiques intentionnelles ou de simples coïncidences acoustiques naturelles, mais les deux explications témoignent d'un savoir et d'une intention bien plus vaste que ce que l'on supposait des premiers habitants de l'île. Comble du mystère, des relevés géoradars effectués début 2024 ont révélé de vastes tunnels de lave et des réseaux de galeries sillonnant l'île sous les emplacements connus des Moai. Certains de ces réseaux passent directement sous des groupes de statues alignés selon d'étranges motifs géométriques. Plusieurs tunnels semblent avoir été modifiés, élargis ou renforcés par des pierres et débouchent sur ce qui ressemble à des chambres artificielles dont beaucoup restent encore inexplorés. Si ces Moai n'avaient qu'une fonction cérémonielle, pourquoi s'être donné tant de mal pour les enfouir au sommet de réseaux de tunnels qui n'avaient apparemment aucune utilité en surface? Une théorie qui gagne du terrain aujourd'hui suggère que les statues n'étaient pas des monuments commémoratifs, mais des sceaux de lourds gardiens de pierre placés délibérément pour recouvrir, surveiller ou contenir les structures souterraines. Le docteur Lena Morrow, l'une des géologues de la récente expédition, a décrit l'expérience d'entrer dans l'une de ces chambres comme une sensation de désorientation inexplicable. Elle a déclaré « Ce n'était pas simplement le silence. On avait l'impression que le son n'avait pas sa place ici. On pouvait entendre son propre cœur battre comme s'il résonnait dans le crâne. Et sous le puits central, il y avait un bourdonnement, une vibration profonde et inexplicable. Elle ne semblait provenir d'aucune direction précise. Elle était là, tout simplement. » Ce qui avait commencé comme une simple curiosité pour les anciennes statues de pierre s'est transformé en une sorte de récit archéologique terrifiant. À mesure que les couches de leur histoire sont dévoilées, il apparaît que les Moai n'étaient pas de simples vestiges de fierté culturelle ou de vénération religieuse. Ils étaient fonctionnels, construits dans un but précis, liés à une signification plus profonde et peut-être conçus non pas pour honorer les morts, mais pour protéger les vivants de ce qui se cachait sous leurs pieds. Mais qui étaient les peuples qui ont érigé ces gardiens colossaux? Et que cherchaient-ils à contenir? Les légendes Rapa Nui corroborent les données modernes. Bien avant l'arrivée des scientifiques modernes équipés de drones de scanners et de sondes de sol, le peuple Rapa Nui avait déjà une explication pour les Moai. Et elle n'avait rien de pacifique. Les Moai sont une partie importante du patrimoine de l'île de Pâques et du peuple Rapa Nui. Elles se transmettent de génération en génération par la tradition orale. Les légendes les plus tenaces de l'île évoquent une lutte acharnée entre deux castes. Les personnes aux longues oreilles et celles aux oreilles courtes. À première vue, il s'agit d'une simple mythologie, le genre de récit symbolique que l'on attend de toute culture ancienne. Mais de récentes découvertes archéologiques suggèrent qu'il était peut-être bien plus qu'une simple métaphore. Selon la légende, les personnes aux longues oreilles appartenaient à l'élite dirigeante plus grande, plus puissante et impitoyable. Elles auraient réduit en esclavage les personnes aux oreilles courtes, les forçant à travailler sans relâche. Ils furent chargés de construire le moi et d'entretenir les plateformes cérémonielles. Avec le temps, le ressentiment grandit. Finalement, une rébellion éclata. Les oreillers courtes se soulevèrent, déclenchant une guerre civile brutale qui s'acheva par l'extermination quasi totale des oreilles longues. L'affrontement final aurait eu lieu près d'une tranchée remplie de roseaux enflammés dans laquelle les oreilles longues furent jetées et tuées. Pendant des siècles, cette histoire fut perçue comme un symbole, une mise en garde contre le pouvoir et l'oppression. Mais lorsque les archéologues ont commencé les fouilles sur les sites de la péninsule de Pike, là où la rébellion aurait eu lieu, ils ont fait une découverte impossible à ignorer. Sous la terre durcie se trouvaient des couches de terre brûlées de charbon de bois et de restes humains incinérés exactement comme le décrivait la légende. Certains ossements étaient disposés de façon anormale, entassés, comme si les corps avaient été jetés ou poussés dans le feu. La datation au carbone 14
a permis de situer cet incendie de masse dans la période suggérée par les traditions orales. Plus convaincant encore, l'analyse ADN des restes provenant de différents sites a révélé deux populations génétiques distinctes, l'une en moyenne plus grande, avec une structure osseuse plus dense et des signes de consommation de protéines plus élevés, possiblement celle de l'élite aux longues oreilles. Il ne s'agissait pas d'une allégorie. La guerre a bel et bien eu lieu. Et les Moai, selon certains anciens Rapa Nui, n'étaient pas de simples symboles de statut social ou d'ancêtre. Aucun Moai n'a été découvert dans le lit asséché ou dans ce qui était autrefois un lac. On pensait qu'elle contenait du mana, une sorte de force ou d'énergie spirituelle, capable à la fois de protéger et de détruire. Les plus grandes d'entre elles étaient réputées s'être éveillées, capables de marcher et de se déplacer sur l'île grâce à une combinaison de prières, de rituels et de chants. Cela pourrait paraître incroyable jusqu'à ce que des chercheurs modernes parviennent à reproduire cette fameuse méthode de marche en attachant des cordes autour des statues et en les berçant rythmiquement vers l'avant, prouvant ainsi que c'était non seulement possible, mais aussi pratique. Mais le détail le plus glaçant des légendes est peut-être ce que les Moai étaient censés observer. Dans certaines versions du mythe, les statues étaient délibérément placées dos à la mer, tournées vers l'intérieur. Cela a longtemps intrigué les archéologues. Pourquoi détourner le regard de ces ancêtres de l'immensité de l'océan, la source même de l'identité et de la subsistance polynésienne? Une version de la réponse transmise oralement par les historiens Rapanouis est simple et terrifiante. Les Moai observaient quelque chose à l'intérieur de l'île. Quelque chose qui ne devait jamais s'échapper. C'est une affirmation facile à rejeter jusqu'à ce que l'on se souvienne des récents relevés topographiques et des vastes réseaux de tunnels inexplorés, situés directement sous les groupes de Moai. Soudain, ces légendes de gardiens et de confinement paraissent moins farfelues, surtout si l'on considère que de nombreux Moai ont été découverts au-dessus ou à proximité d'entrées de chambres souterraines. Certaines d'entre elles portent des traces d'activités rituelles, des marques d'incendie et même des restes humains. Renforçant le lien culturel et spirituel, certaines sculptures en obsidienne trouvées dans ces chambres enfouies ressemblent à des figures des pétroglyphes de Rapa Nui. Des visages allongés aux yeux creux, les mains posées sur le ventre, et la bouche béante figée dans une expression de souffrance ou d'émerveillement. Ces symboles correspondent étroitement aux représentations des Aku-Aku esprits ancestraux, censés protéger les lieux sacrés et punir ceux qui dérangent les morts. Se pourrait-il que les Moai eux-mêmes aient été perçus non seulement comme des monuments, mais aussi comme des réceptacles pour ces esprits? Les ancrant à l'île, les maintenant calmes et contenus, à la lumière de ces révélations, la frontière entre mythe et réalité s'estompe. Et si les Rapanouis ne racontaient pas d'histoire pour expliquer leur passé, mais cherchaient désespérément à préserver des avertissements pour l'avenir? Et si les Moai ne représentaient pas simplement qui détenait le pouvoir, mais ce qu'il fallait absolument contrôler? Si les bâtisseurs des Moai tentaient désespérément de dissimuler quelque chose, comment s'y sont-ils pris? Grâce à une ingénierie de pointe au-delà des technologies connues. Il est facile de sous-estimer le monde ancien. On imagine souvent les premiers insulaires comme des tribus primitives débrouillardes et improvisant, se contentant de survivre plutôt que de prospérer. Mais les Moai de l'île de Pâques remettent en question ce récit à chaque instant. Sans doute parce qu'ils devaient encore régler certains détails, mais c'est tout simplement incroyable. Il y en a tellement. Il ne s'agissait pas d'empilement de pierres grossières assemblées au hasard. C'était un des monolithes d'une précision chirurgicale sculptés avec art déplacé, avec intelligence et positionné avec intention. Et lorsque les experts modernes ont tenté de comprendre comment cela avait été fait, ils n'ont pas seulement découvert une méthode, mais un système. Un système conçu par des esprits bien plus savants que nous ne l'imaginions. Chaque Moai est un chef-d'œuvre à part entière. Pesant entre 10 et 90 tonnes et atteignant jusqu'à 10 mètres de haut, ces géants de roches volcaniques ont été sculptés dans la carrière de Rano-Raraku, souvent directement dans la paroi rocheuse. Mais ce qui a stupéfié les chercheurs modernes, ce n'est pas seulement leur taille, c'est leur uniformité. Sur des centaines de statues, les visages présentent des proportions précises, des traits symétriques et une échelle constante.
Ce niveau de standardisation suppose l'existence de systèmes de mesure de gabarit et de techniques reproductibles, ce qui est inattendu pour une société tribale dispersée, dépourvue d'outils en métal et d'écriture. En 2022, une équipe conjointe de l'Université du Chili et du MIT a effectué des relevés laser de plusieurs statues Moai et de la carrière environnante. Leurs découvertes ont dépassé toutes les attentes. Les marques de ciseaux sur les statues n'étaient ni aléatoires ni irrégulières. Elles formaient des motifs réguliers avec des micro-abrasions, suggérant l'utilisation d'outils en pierre durcie appliqués avec une précision remarquable. Plus troublant encore, certaines de ces marques ressemblaient à des techniques de taille de pierre provenant de régions situées à des milliers de kilomètres, comme les clés de voûte de l'ancien Pérou ou les formes lisses et concaves des obélisques égyptiens. Comment des méthodes aussi similaires ont-elles pu apparaître dans des cultures qui n'ont jamais eu de contact? Et puis, il y a la question principale, comment ces objets ont-ils été transportés? Les premières théories évoquaient des traîneaux, des rouleaux compresseurs, voire un déboisement massif pour créer des systèmes de transport en bois. Des théories qui, avec le recul, paraissent à la fois désespérées et condescendantes. Mais ces dernières années, des chercheurs ont démontré que les statues pouvaient être déplacées debout à l'aide de cordes. En attachant des cordes autour de la tête et de la base d'une statue, des équipes de 15 à 20 personnes pouvaient la balancer rythmiquement d'un côté à l'autre, la faisant pivoter vers l'avant comme un lourd réfrigérateur que l'on renverserait sur le sol. Ce n'était pas un hasard. L'expérience a été reproduite avec succès à de nombreuses reprises. Non seulement cela explique les légendes des Moai qui marchent, mais cela prouve aussi que les anciens Rapa Nui avaient développé des stratégies logistiques reposant sur le travail d'équipe, le rythme et la géométrie, le tout sans roues, sans animaux de bas ni grues. Plus surprenant encore est la business et la disposition des Moai sur l'île. Ils ne sont pas dispersés au hasard, mais alignés. Certains sont orientés vers les points cardinaux. D'autres sont regroupés selon des motifs géométriques qui ne prennent sens que vus du ciel. Sur une carte, nombre d'entre eux se situent le long de lignes invisibles qui semblent épouser les tunnels de lave, les failles ou les anomalies magnétiques sous-jacentes à l'île. Une étude de 2024 a révélé que certains groupes de mottes de Moai se trouvent directement au-dessus de points chauds géomagnétiques, des zones où le champ magnétique terrestre présente un comportement erratique. Pourquoi une société ancienne sans accès apparent à des boussoles ou des magnétomètres se serait-elle intéressée à ces lieux? Une hypothèse est qu'elle n'en comprenait pas le principe scientifique, mais qu'elle en ressentait l'effet. Le peuple Rapa Nui a peut-être perçu ces sites comme étant chargés spirituellement, voire vivants. De nombreuses cultures anciennes attribuaient un pouvoir divin ou surnaturel aux endroits où les boussoles tournent mal ou où les animaux se comportent étrangement. Mais, et si ce n'était pas simplement une question d'intuition spirituelle? Et si ces êtres étaient placés là pour exploiter ou réprimer quelque chose? Une source d'énergie, une force, voire une présence à ces endroits ne faisant qu'alimenter le mystère. Des relevés par drone, effectués en 2023, ont révélé une configuration particulière autour de certaines plateformes cérémonielles de l'UA qui soutiennent les Moai. Des cercles de pierre, des tranchées et des chaussées soigneusement agencées semblent canaliser l'eau ou le son. Certaines de ces chaussées forment des couloirs acoustiques où un son émis à une extrémité est clairement audible à l'autre, même à distance. Cela suggère une connaissance pratique de la résonance et de l'acoustique, peut-être utilisée dans le cadre de rituels, peut-être pour des raisons fonctionnelles. Mais le plus étrange reste à venir. Certains tunnels enterrés sous les Moai amplifient ces sons, transformant de faibles bruits de pas en échos sourds et puissants. Était-ce intentionnel? Le son était-il utilisé comme une forme de technologie pour réveiller quelque chose, avertir autrui ou maintenir quelque chose endormi? Il nous reste donc une société qui a fait bien plus que survivre sur un rocher isolé du Pacifique. Ils ont conçu, calculé, travaillé avec l'échelle, la géométrie, l'acoustique et le poids d'une manière que nous commençons à peine à reproduire. Et tout cela semble lié aux Moai. Il ne s'agissait pas de simples statues. Elles faisaient partie d'un système, une ancienne machine de pierre, qui s'étendait sur toute l'île et pointait vers quelque chose que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Si les Rapa Nui possédaient le savoir-faire nécessaire pour construire et entretenir un tel système, pourquoi l'ont-ils soudainement abandonné? Et que s'est-il passé ensuite? Effondrement environnemental ou sacrifice humain?
Depuis des décennies, la chute de l'île de Pâques est présentée comme un récit édifiant, un avertissement contre la destruction de l'environnement et les dangers de la surconsommation. Selon la légende, les Rapa Nui auraient abattu jusqu'au dernier arbre pour transporter leurs précieux mois, provoquant ainsi un effondrement écologique, la famine et la ruine de la société. À première vue, il s'agit d'une fable morale moderne et bien ficelée. Mais à mesure que de nouvelles preuves apparaissent, cette explication commence à s'effriter. Et une possibilité bien plus troublante se dessine: l'île ne s'est pas effondrée par négligence. Elle s'est effondrée sous l'effet de rituels de la peur, et peut-être aussi du sang. La théorie écologique, popularisée au début des années 2000, repose sur l'idée que la déforestation a rendu l'agriculture non durable. Les forêts de l'île ont disparu, l'érosion s'est accentuée, les récoltes ont été mauvaises, et une société désespérée s'est déchirée. Mais ces 10 dernières années, des chercheurs en paléo-environnement ont étudié de plus près les données polyniques, les couches sédimentaires et les modèles climatiques de l'île, et leurs conclusions contredisent ce récit. Compte tenu de ces conditions changeantes, et ce matin même, nous vous proposons un examen plus approfondi. Le pollen des arbres, par exemple, ne disparaît pas progressivement, comme on pourrait s'y attendre avec une déforestation lente. Au contraire, la diminution est abrupte, suggérant un changement soudain, voire catastrophique, et non la lente dégradation due à une surexploitation. De même, la datation au radiocarbone des couches de charbon de bois révèle des pics de combustion intense non pas sur plusieurs siècles, mais sur des périodes concentrées, notamment à proximité des sites Moai. Dès lors, si la disparition des forêts n'est pas due à une surexploitation progressive, quelle en est la cause? Une théorie controversée, qui gagne du terrain avance, que la déforestation et nombre de ces incendies massifs avaient une dimension rituelle. Les arbres auraient pu être brûlés non seulement pour défricher des terres ou transporter des statues, mais aussi dans le cadre de cérémonies sacrificielles ou de rites de purification. De fait, certains sites incendiés contiennent non seulement du charbon de bois et des cendres, mais aussi des ossements, des outils en obsidienne et des icônes religieuses sculptées. Ce qui laisse penser que le feu était un outil autant spirituel que pratique. Les archéologues ont également mis au jour des preuves, suggérant que la société Rapa Nui ne s'est pas simplement effondrée, mais s'est fracturée violemment. Dans plusieurs charniers, les ossements présentent des signes de traumatisme compatibles avec la guerre, ou les exécutions crânes fracassés, pointes de lance incrustées, et même des os portant des entailles nettes et délibérées, comme s'ils avaient été démembrés. Des fouilles menées sur un site cérémoniel près d'Ohangi ont révélé plus d'une vingtaine de squelettes empilés les uns sur les autres, tous portant des traces de brûlures et des marques de mise en scène rituelle. Les restes n'ont pas bénéficié d'une sépulture digne. Leurs corps ont été abandonnés, leurs os calcinés et brisés. Plus glaçants encore sont les signes de cannibalisme. Un sujet tabou souvent sensationnalisé, mais désormais étayé par des preuves irréfutables. Des ossements humains portant des marques nettes de découpe et des traces de cuisson ont été découverts dans des foyers que l'on croyait autrefois domestiques. Dans un rapport de 2023, la bioarchéologue Kat Tavares a noté que certains os avaient été fendus de manière compatible avec l'extraction de moelle, une technique associée au cannibalisme de survie ou à la consommation rituelle. Dans la tradition orale, on trouve des références souvent murmurées à une époque où les hommes se nourrissaient d'ombre non par faim, mais par soif de pouvoir. Se pourrait-il que face à la montée des tensions internes sur l'île, troubles sociaux, peur de ce que les Moai étaient censés protéger, voire véritable bouleversement géologique, les habitants se soient tournés vers des pratiques spirituelles de plus en plus désespérées? Pour apaiser leurs dieux ou se protéger d'un danger pire encore, il est également à noter que la construction des Moai s'est arrêtée brutalement. Un jour, des statues étaient sculptées à pleine échelle, certaines déjà à plus de la moitié de leur achèvement. Puis, tout s'est arrêté. Des outils abandonnés ont été retrouvés près des statues inachevées, comme si les ouvriers les avaient laissés tomber en plein travail et n'étaient jamais revenus. Si c'était un lent effondrement environnemental, pourquoi toute cette activité de construction de statues s'est-elle brutalement interrompue? Qu'est-ce qui les a suffisamment effrayés pour les faire abandonner leurs sites les plus sacrés? À ce stade de l'histoire de l'île, les archives suggèrent que la société autrefois organisée s'était fragmentée en factions cultes religieux, tribus guerrières et sacerdoces désespérés. Et au cœur de tout cela se trouvait une peur profonde, peut-être grandissante. Quelque chose s'échappait-il des profondeurs de la terre?
Là où les Moai ne suffisaient plus à contenir le danger, le spectaculaire effondrement de la société Rapanui, longtemps imputé à une arrogance écologique, fut peut-être plutôt déclenché par une terreur surnaturelle et un désespoir sacrificiel. Les feux n'étaient pas destinés à l'agriculture. Les ossements n'étaient pas des victimes de guerre. C'étaient des offrandes, un pacte conclu avec une entité que le peuple craignait plus que la mort elle-même. Qu'est-ce qui les a poussés à abandonner ces statues censées contenir les ténèbres? Si la peur les a conduits à cesser d'édifier un culte de la terreur? Pendant des siècles, les Moai se sont dressés, un à un. Sculptés dans la roche volcanique, ils étaient transportés à pied ou par traîneau à travers l'île, puis érigés sur d'imposantes plateformes de pierre. Certaines postes des plus grandes pèsent plus de 80 tonnes. Leur construction n'était pas le fruit du hasard. C'était une obsession nationale, un devoir sacré, puis elle s'est arrêtée brutalement. Pas de déclin progressif, pas d'essoufflement, juste le silence. Les archéologues ont toujours eu connaissance de ces mois inachevés encore enfouis dans la carrière de Rano Raraku. Certains sont partiellement sculptés dans la roche. D'autres sont entièrement façonnés, mais n'ont jamais été transportés. Des outils ont été découverts à proximité ciseaux-pics, en pierre et fibres de corde tous abandonnés. Pendant des années, cette hypothèse paraissait pragmatique. Peut-être manquait-il de ressources de main-d'œuvre ou d'unités politiques. Mais plus on en apprend moins, cette explication tient la route. La ressource n'était pas épuisée. Il y avait encore beaucoup de pierres. Les bâtisseurs n'avaient pas disparu. Ils avaient simplement cessé de venir. Alors qu'est-ce qui les a poussés à abandonner l'œuvre de générations de bâtisseurs? Des fouilles récentes près de Moai inachevées ont révélé d'étranges indices. Sur un site, des symboles à l'ocre rouge étaient peints sur le visage d'une statue à moitié sculptée, des symboles absents de tous les Moai achevés. Près d'un autre, des chercheurs ont découvert une cache d'idoles religieuses, brisée, délibérément détruite et enterrée dans une fosse avec des ossements d'animaux et de la végétation brûlée. Ce n'était pas un abandon, c'était une purge. Quelque chose avait changé non seulement sur le plan économique, mais aussi spirituel. Les bâtisseurs n'abandonnaient pas simplement. Ils rejetaient l'acte même de construire. Parmi les preuves les plus troublantes figurent des peintures rupestres plus récentes, gravées à la hâte sur les parois des grottes et les falaises de l'île. Contrairement aux pétroglyphes plus anciens nets cérémoniels et souvent symboliques, ces images sont frénétiques, chaotiques, représentant des figures aux yeux exorbités et à la bouche béante, des spirales et des cercles concentriques rayonnant d'un vide central. Des figures humaines aux membres manquants sont entourées de lignes brisées que certains experts interprètent comme des flammes ou des vagues d'énergie. Une grotte découverte en 2020 présente une sculpture murale représentant un Moai se fendant en deux d'où émerge quelque chose d'indéfinissable. Pour le peuple Rapanui, quelque chose avait mal tourné. De nouvelles découvertes de Moai dans le lit du lac, dans les conditions de sécheresse actuelles, avaient tout changé. Les Moai les avaient jadis protégés, les reliant à leurs ancêtres et canalisant le mana des dieux. Mais quelque chose avait changé. L'énergie s'était transformée. Les statues jadis vénérées étaient désormais craintes. Qu'il s'agisse d'une croyance spirituelle, d'une crise psychologique ou d'un phénomène plus tangible comme une catastrophe naturelle ou une anomalie géologique, les populations en vinrent manifestement à percevoir les Moai non comme un salut, mais comme une menace. Cette peur laissa des traces profondes. Dans certaines régions, des statues renversées gisent face contre terre, délibérément poussées à terre. Il ne s'agissait ni d'actes ennemis ni de destruction coloniale. Ce phénomène était antérieur à l'arrivée des Européens. Selon certaines traditions orales, certaines Moai étaient devenus colériques, leur mana corrompu. Les anciens mettaient en garde contre toute approche. Une légende raconte qu'une statue parlait dans le vent et rendait malade quiconque dormait près d'elle. Ces récits jadis considérés comme de la superstition semblent aujourd'hui faire écho à la terreur psychologique bien réelle qui s'est emparée de l'île durant les dernières années de la construction des monuments. Puis aussi soudainement que tout avait commencé, on ne toucha plus aux Moai. La culture se fractura. Le culte de l'homme-oiseau, une religion bien plus brutale et secrète, renaquit de ses cendres. Les rituels se déroulèrent sous terre, dans des grottes et des tunnels volcaniques. Les Moai furent laissés à l'abandon. Les gardiens jadis sacrés furent désormais délaissés.
Leurs yeux, à l'origine faits de corail et aux pupilles peintes, furent retirés ou détruits, les laissant véritablement aveugles pour la première fois depuis des siècles. Les gens n'ont pas simplement cessé de construire, ils ont renié leur Dieu. Et plus on s'enfonce dans les ruines, plus ce sentiment s'intensifie. Les Moaïs n'ont pas été abandonnés simplement parce qu'ils ont échoué. Ils ont été laissés pour compte parce qu'ils ont réussi, et ce faisant ont révélé quelque chose de trop dangereux pour être affronté. Les Moaïs étaient des sceaux, non des symboles. Tous les indices, les chambres souterraines, l'arrêt brutal de la construction, les fosses d'incinération, les rituels. Les légendes convergent vers une conclusion troublante. Les Moaïs n'ont jamais été de simples monuments à la gloire des dieux ou des ancêtres. Ils n'ont jamais été de simples symboles de statut d'unité ou de tradition. Selon un groupe croissant d'archéologues de géologues et d'historiens de la culture, la vérité serait bien plus sombre. Les Moaïs étaient des sceaux, non pas des marqueurs spirituels ou de l'art tribal, mais des cadenas. Cette théorie, autrefois considérée comme une spéculation marginale, gagne désormais en crédibilité auprès des chercheurs. Elle suggère que le peuple Rapa Nui ne construisait pas pour glorifier les morts, mais pour contenir une forme de vie, ou du moins quelque chose qu'il croyait capable d'influencer les vivants, non pas dans le ciel, non pas au-delà des mers, mais sous ses pieds. Cela semble relever de la science-fiction jusqu'à ce qu'on examine les données. En 2024, des chercheurs, utilisant un radar à pénétration de sol et un sonar d'imagerie profonde, ont découvert un réseau de tunnels de lave et de chambres artificielles directement sous les principaux sites de Moaï. Il ne s'agissait pas de formations aléatoires. Nombre d'entre elles avaient été renforcées, sculptées, voire marquées de glyphes. Une caverne centrale, enfouie sous une rangée de statues renversées près d'Anakina, l'une des îles habitées les plus isolées de la planète, formée par des éruptions volcaniques au milieu de l'océan Pacifique, semblait contenir un puits central tapissé de dalles de basalte, chacune gravée de symboles qui ne correspondent à aucune langue Rapa Nui connue. Ce puits plonge dans l'obscurité et demeure inexploré. Certains pensent que ces puits n'étaient pas destinés à contenir de l'énergie, mais à emprisonner quelque chose d'ancien, de dangereux. Si cette théorie est si juste, les Moaïs étaient stratégiquement placés comme des bouchons dans une soupape de pression. D'immenses gardiens de pierre veillaient sur les endroits où la frontière entre la surface et les profondeurs était la plus ténue. Les étranges anomalies magnétiques, les bourdonnements subsoniques et les secousses localisées enregistrées sous ces lieux prennent tout leur sens lorsqu'on les examine sous cet angle. Les statues n'étaient pas des idoles. Elles faisaient partie d'un système de confinement. Et lorsque les habitants de Rapa Nui sentirent que le confinement flanchait, que le mana ne parvenait plus à contenir les ténèbres, ils paniquèrent. Ils eurent recours au feu, au sang, au sacrifice. Face à l'échec de ces méthodes, ils abandonnèrent le système. Ils l'enfouirent en silence, espérant que personne ne creuserait trop profondément. Les implications de cette théorie sont immenses. Elle transforme l'histoire de l'île de Pâques d'un récit de prudence écologique à une histoire bien plus primordiale, une histoire de survie, un ultime combat. L'île n'était pas un paradis ravagé par ses habitants. C'était un champ de bataille, et les Moaïs en étaient la première ligne. Un chercheur s'exprimant sous couvert d'anonymat l'a formulé ainsi: plus on creuse, plus il apparaît que les Moaïs réprimaient une menace. Non seulement symboliquement, mais aussi littéralement. Quelque chose cloche sous l'île. Cela ne correspond pas au modèle naturel. Nous avons trouvé des preuves géologiques, des signatures thermiques, des schémas de vibration, et même des pulsations de pression qui suggèrent une activité souterraine persistante. Et le plus effrayant, c'est que certaines statues sont tombées. Elles n'étaient pas conçues pour basculer. Une fois renversées, beaucoup se brisent au niveau du cou fragilisé et rendues inutilisables. Si elles faisaient bien et réellement partie d'un système de retenue, que se passera-t-il lorsque trop d'entre elles s'effondreront? Que se passera-t-il lorsque nous perturberons ce qu'elles étaient censées contenir? Le silence de l'île n'est peut-être pas paisible. Il est peut-être comme s'il retenait son souffle. Où se situe la vérité? Où se situe le mensonge? Laissez vos commentaires dans la section ci-dessous et abonnez-vous à cette chaîne pour les prochaines vidéos.